C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens sur papier, les sites d'information, l'ensemble des médias israéliens se focalisent sur ce qui devrait être aujourd'hui l'événement politique de l'année, avec la prestation de serment du gouvernement de Binyamin Netanyahou prévu pour le milieu, voire peut-être la fin de l'après-midi. Mais l'usage du conditionnel est ce matin indispensable, car l'expérience de jeudi dernier, avec le report de 72 heures de cette investiture de ce gouvernement, a guéri le lecteur israélien et personne n'osera sérieusement parier sur que ce gouvernement sera bel et bien établi dans le courant de la journée. Le 5e gouvernement de Netanyahou devrait prêter serment, annonce en surtitre avec beaucoup de prudence le Israël Hayom ce matin, en nous montrant une photo du Premier ministre et de celui qui sera le Premier ministre par alternance, Benny Gantz, siégeant il y a quelques semaines côte à côte lors de la signature de l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu Blanc. Le journal souligne que l'épreuve fastidieuse de la distribution des portefeuilles ministériels s'est poursuivie durant toute la nuit à la résidence du Premier ministre rue Balfour, et Binyamin Netanyahou a dû avoir des entretiens parfois difficiles avec certains des élus les plus populaires du Likoud qui n'entreront probablement pas dans son gouvernement. Le Israël Hayom adresse en manchette ce matin au futur gouvernement un ordre que beaucoup d'Israéliens durement frappés par la crise économique voudraient bien qu'il respecte: commencer à travailler. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, il ne cache pas son mépris pour ce qu'il appelle le gouvernement de la dépense. Titre le journal, le quotidien, en expliquant comment Gantz et Netanyahou ont forgé de toutes pièces des bouts de ministères pour satisfaire l'ambition et même l'ego de leur futur ministre. Selon Limor Livnat, qui fut ministre de plusieurs gouvernements Netanyahou, eh bien, celle-ci compatit ce matin avec ceux de ses anciens collègues qui ont été écartés du Conseil des ministres, du futur Conseil des ministres. J'ai déjà vu cela, mais jamais avec autant d'intensité, reconnaît-elle, et à la lecture des intitulés de ces nouveaux ministères inutiles, Limor Livnat s'insurge et lance: vous avez oublié de nommer un ministre qui fasse le lien entre ce gouvernement et la réalité sur le terrain en Israël. Même son de cloche de la part de l'ancien ministre de la Justice, le professeur Daniel Friedman, qui fut ministre de la Justice dans le gouvernement d'Ehud Olmert, qui affirme ce matin dans son éditorial que cette multiplication des ministères, pour certains totalement inutile, conduit à une perte de confiance de l'opinion publique envers ses dirigeants politiques. Et pour le Yediot Aharonot, dans la série des portefeuilles inacceptables, le pompon revient à Doudi Amselem, qui va devenir officiellement le ministre faisant le lien entre le gouvernement et la Knesset, mais avec à la clé la possibilité de désigner des milliers de proches du Premier ministre à des postes et des portefeuilles importants et influents dans la fonction publique. Et cela alors que, vous le savez, nous le savons, la situation économique d'Israël oblige à une réduction drastique et horizontale de ses fonctionnaires. Et le Yediot Aharonot explique également que certains ministres seront nommés pour un demi-mandat, que d'autres ne seront ministres que d'un demi-ministère, et qu'enfin d'autres seront ministres avec des fonctions très floues, comme l'incompréhensible ministère de la promotion communautaire confié à Orly Lévy Abécassis. Les quotidiens se penchent ce matin sur ce qui risque de ne pas faire partie du gouvernement, avec une énorme surprise confirmée dans la nuit par les sites d'information. Yuval Steinitz, qui fut pendant de longues années le ministre de l'énergie et qui est considéré comme un proche de Binyamin Netanyahou, ne siégera pas à la table du Conseil des ministres. Reste à pourvoir ou rester à pourvoir le portefeuille de l'éducation nationale qui, cela a été annoncé il y a un peu plus d'une heure, devrait revenir à Yoav Gallant, alors que l'on attendait à ce poste Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem. Le Haaretz nous indique en évidence sur son site qu'Eli Cohen, qui fut ministre du parti Kulanou, sera le prochain ministre des Renseignements, tandis que Gila Gamliel deviendra ministre de l'Environnement. De même, le Haaretz indique que Michael Biton, l'un des députés Bleu-Blanc très proche de Benny Gantz, aura le titre de ministre au sein du ministère de la Défense, une trouvaille de plus pour confier un portefeuille de plus. Dans le Israël Hayom, Yaakov Berdugo écrit que Bennett et Netanyahou doivent absolument s'asseoir ensemble, car un gouvernement sans Yamina ne sera pas parfait, mais au sein d'Yamina, on dément toutes les rumeurs sur des contacts entre le parti sioniste religieux et le Likoud. Et Bezalel Smotrich, qui est le ministre sortant des Transports, a publié durant la nuit un tweet dans lequel il remercie, je le cite, le Tout-Puissant de ne pas siéger dans un tel gouvernement. Toujours dans le Israël Hayom, Yaakov Achimeir, un journaliste de renom, est certain qu'avec un tel gouvernement, on ne va pas s'embêter. Quant à Chaim Schlein, il parvient à voir le bien dans cette pagaille politique et affirme dans son éditorial que la prestation de serment d'un gouvernement dans l'État d'Israël
Israël souverain doit demeurer envers et contre tout un jour de fête, même s'il regrette que Yamina n'en fasse pas partie. En effet, écrit-il, le sionisme laïque, celui qui a créé le pays, a fini son rôle historique et celui-ci a été repris par le sionisme religieux. Fin de citation. Le second grand dossier ce matin à la une des quotidiens israéliens, c'est le retour à la normale au sein de l'éducation nationale. En effet, à partir d'aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions d'écoliers et lycéens qui reprennent ensemble le chemin de l'école et ce sera la rentrée des classes. En particulier pour les élèves de la 8e à la seconde. Les mesures d'espacement, les fameux 2 mètres, ne pourront certainement pas être respectées comme on le souhaiterait, mais pour protéger les élèves, eh bien, ceux-ci devront porter en cours des masques et leur récréation sera planifiée séparément pour chaque classe dans chaque établissement scolaire. Le Israël Hayom donne la parole à une jardinière d'enfants qui écrit ce matin que tout celui qui se sent quelque peu éducateur dans l'âme, eh bien, ne pouvait plus patienter à l'idée de retrouver ses jeunes élèves à Rehovot. Pourtant, un des éducateurs, un des professeurs a été diagnostiqué positif et par conséquent, son école a dû être fermée. Mais le Yediot Ahronoth se penche ce matin sur ce qu'il appelle le bluff des thermomètres électroniques. Vous savez, ces thermomètres qui permettent, soi-disant, de vérifier la température à l'entrée des magasins, des supermarchés ou des lieux de travail. Eh bien, le journal affirme ce matin en manchette que le marché israélien a été envahi d'appareils qui ne répondent à aucun critère de fiabilité. Une équipe du Yediot Ahronoth s'est d'ailleurs rendue dans les centres commerciaux et a pu constater de visu des écarts très sensibles entre la température de certaines personnes prises à l'avance et celle affichée sur ces pistolets électroniques qui nous accueillent à l'entrée des grands magasins depuis plusieurs semaines. L'une des personnes vérifiées avait une température de 37 degrés, normale, donc avant de se rendre dans le centre commercial. Et en arrivant dans ce centre commercial, eh bien, sa température enregistrée avec cet appareil était de 34,3 degrés. Ces appareils nous donnent des bouffées de chaleur, plaisantent quelque peu le Yediot Ahronoth à ce sujet. Les quotidiens israéliens se penchent également ce matin sur le débat consacré par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, qui est prévue sous effet de loi dans le courant du mois de juillet. Et sur la position également américaine à ce sujet. Le Israël Hayom lui écrit ce matin que les développements intervenus en fin de semaine prouvent à quel point la démarche d'annexion de ces régions risque de prendre du temps. Le quotidien gratuit souligne que les Européens se sont gardés vendredi d'imposer des sanctions contre Israël, et ce pour 2 raisons essentielles. D'abord, le fait que le nouveau gouvernement israélien n'a pas encore prêté serment, et ensuite en raison de profondes divergences de vues entre les ministres des Affaires étrangères, ceux de certains pays, on va dire, plus hostiles à Israël, qui prônaient des sanctions, mais ceux de pays plus amis comme la Hongrie qui se sont contentés de vouloir exercer des pressions sur Israël pour le dissuader d'entreprendre une telle démarche. Le Maariv, lui, se fait l'écho du mécontentement du roi Abdallah de Jordanie qui, dans une interview au Der Spiegel, a affirmé qu'une telle annexion risquait de provoquer l'effondrement de l'autorité palestinienne et de conduire Jérusalem et Amman sur la voie d'une confrontation. Même l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, l'ambassadeur sortant, a affirmé que l'instauration de la souveraineté ne se fera qu'en coordination avec les États-Unis. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.